Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Mag. Nous allons ensemble faire le tour de ce qui fait le meilleur des arts et des spectacles ici et là. Nous allons vous emmener en Somalie, suivre le formidable travail d'un groupe de femmes. Dans un pays ravagé par les guerres, elles ont monté une radio 100% féminin. Nous irons également dans ce Culture Mag, nous nous intéresserons aux jeux vidéo. Vous ne jouez pas? Eh bien justement, un Français vient de lancer un jeu qui devrait s'adresser à tous. Et puis nous recevrons également la Winter Family, un duo franco-israélien très apprécié à l'étranger et très controversé. Leur spectacle Jérusalem plomb durci est joué en Israël pour la première fois. Ils s'expliqueront sur le plateau. Voilà donc pour le sommaire de ce Culture Mag. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, les news. Que se passe-t-il avec 50 nuances de Grey? Le film tiré du best-seller mondial a du mal à se monter. Le rôle-titre, celui de Christian Grey, vient d'être abandonné par le comédien Charlie Hunnam. Emploi du temps chargé, a-t-il avancé comme argument? Alors, qui sera le séducteur SM en mode guimauve? Eh bien, on le saura rapidement. La ravissante Dakota Johnson reste Anastasia Steele, loi blanche, séduite et comblée. Et l'on reparle de la vie d'Adèle, Palme d'Or au Festival de Cannes. Le film d'Abdelatif Kechiche doit sortir partout aux États-Unis fin octobre, partout sauf dans l'État de l'Idaho. La loi n'y autorise pas la diffusion de films montrant des scènes de sexe simulées ou non, incluant un certain nombre de pratiques non morales, dit la loi. La vie d'Adèle est sortie pour le moment, entre autres, en France, en Suisse, en Hongrie, en Hollande et en Lettonie. Le film va sortir en Italie le mois prochain et en Angleterre en novembre. Parfois, il est interdit aux moins de 16 ans, parfois aux moins de 18 ans et même moins de 14 ans ou 12 ans. Les frontières de la morale sont mouvantes. Quentin Tarantino a eu un coup de cœur pour un film israélien et il l'a fait savoir. L'auteur de Kill Bill assistait au festival du film Busan en Corée. Il a vu le film Big Bad Wolf, le fameux film d'horreur spaghetti qui révolutionne un peu le genre du cinéma israélien. Il a eu ce cri du cœur. C'est non seulement le meilleur film de Busan, a-t-il dit, mais c'est le meilleur film de l'année. Belle pub et bon esprit. Et puis, bon esprit encore, décidément Hollywood joue les Lawful Good cette semaine. Richard Gere vient de présenter au Musée de la Mémoire et de la Tolérance de Mexico 64 de ses photos. L'acteur fervent supporter de la cause tibétaine a exposé ses images. Il les a prises pendant ses voyages entre 80 et 96. Objectif, récolter des fonds et soutenir la lutte des Tibétains contre l'oppresseur chinois. On va partir maintenant en Somalie, à Mogadiscio précisément. Après la dernière journée de la femme en mars dernier, une initiative a pris forme, lentement, sûrement, une radio entièrement faite par des femmes, animée par des femmes et qui aborde des problématiques larges, dévolues aux femmes. Dans un pays qui a été ravagé par les guerres interclaniques et religieuses à dominance masculine, eh bien, c'est tout simplement une bouffée d'air. Sandy Fortis. Kasmo FM, c'est la voix des femmes. C'est en effet le nom de la première radio 100% féminine en Somalie. Créée le 8 mars dernier, date de la Journée internationale de la femme, cette radio de Mogadiscio est financée par l'UNESCO. Une grande première dans le pays, puisque toutes les employées sont des femmes, du plus petit poste aux fonctions à haute responsabilité. Kasmo est la première radio 100% féminine à Mogadiscio. Et pourtant, la ville a de nombreuses stations de radio. La directrice est une femme, la productrice, les techniciens, les reporters de terrain, les journalistes d'antenne sont aussi des femmes. Je pense que c'est la première radio à prendre l'initiative de mettre des femmes à l'antenne. Et ces femmes qui occupent l'antenne sont libres de parler de tout, de sujets légers et divertissants comme la mode ou la cuisine, mais aussi de thèmes beaucoup plus sérieux comme la sexualité et les violences faites aux femmes. L'objectif, divertir les femmes, mais aussi les éduquer. Une mission difficile à remplir puisque le niveau d'études est en forte baisse depuis des années, particulièrement chez les femmes. Seuls 28% des jeunes somaliennes vont jusqu'au secondaire. Le niveau d'éducation des femmes est bas. Par exemple, une famille de 6 enfants avec 3 filles et 3 garçons, les garçons iront à l'université, mais pas les filles. C'est ce qui rend les femmes vulnérables et moins efficaces dans la société. La radio a mis en place des programmes qui expliquent que si la femme est éduquée, tout le reste de la famille le sera aussi.
Un programme que semblent apprécier les auditrices. J'écoute cette radio qui se dit être la voix des femmes. Les journalistes parlent des femmes qui ont dû fuir leur maison en raison des conflits, des viols, de plein d'autres choses. J'aime beaucoup cette radio parce qu'elle parle de cuisine mais aussi de sujets importants pour nous les femmes. Et Deka n'est pas la seule à être séduite. Casmo FM, qui n'est diffusé que dans la capitale entre midi et 16h, compte plus de 500 000 auditeurs. Un score remarquable pour un pays de 10 millions d'habitants, le début d'un succès annoncé. À suivre, un jeu vidéo d'un genre nouveau, entendez par là, pour des gens âgés de plus de 18 ans. Et puis à suivre également la Winter Family, qui revisite les fondamentaux d'Israël en mode virulent. Mais tout de suite, ce sont les highlights, les expos dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vus. Le musée du jeu de paume à Paris propose une rétrospective consacrée à l'un des photographes les plus influents du XXe siècle, Erwin Blumenfeld. Bien connu pour sa contribution au monde de la mode, il a réalisé plus d'une centaine de couvertures pour le magazine Vogue. Sont exposées également ses œuvres expérimentales, parmi lesquelles des portraits, des esquisses inédites ainsi que des collages réalisés au début de sa carrière. Erwin Blumenfeld à découvrir jusqu'au 26 janvier. La 57e édition du Festival du British Film Institute bat son plein. Sur 12 journées, plus de 200 nouveaux longs métrages sont projetés, ainsi que des rediffusions de films anciens. Des dizaines d'avant-premières y sont organisées, parmi lesquelles celle du blockbuster Gravity avec Sandra Bullock et George Clooney. La remise des prix se tiendra le 19 octobre. Le tout premier festival de la culture Shaolin s'ouvre au centre des congrès de Los Angeles. Voilà une opportunité rare pour le grand public et pour tous les adeptes d'arts martiaux d'admirer les maîtres Shaolin en pleine action. Au programme de ce festival qui s'achève le 15 octobre, des conférences, des ateliers et un tournoi dont le premier prix sort de l'ordinaire. 2 semaines d'entraînement dans un temple Shaolin chinois. Si vous avez plus de 8 ans, allez, plus de 18 ans, vous ne devez peut-être pas jouer beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, c'est ce que pense un concepteur de jeux français. Il veut conquérir le monde des adultes et vient de lancer un jeu avec du sens. Entendez par là, avec du contenu qui ne soit ni des combats, ni de la drogue, ni de la guerre. En bonus, il a engagé un acteur célèbre, un acteur américain, Willem Dafoe. C'est le personnage principal de ce jeu. Avery Rosensby avec David Gomba. So what we doing here? We're working, amigo. Dans l'univers du divertissement, le jeu vidéo fait souvent figure de petit poussé, en partie à cause d'un public souvent jeune. Bien que cette industrie rapporte des milliards de dollars, elle a bien du mal à attirer un public féminin ou plus âgé. David Cage, un développeur de jeux vidéo, compte bien changer cela. Est-il possible de créer des jeux avec quelque chose à dire, des jeux avec une signification, qui portent une idée ? David Cage et sa société Quantic Dream ont présenté la semaine dernière leur nouveau jeu Beyond Two Souls, poursuivant sa tentative de toucher un public de plus en plus large. On retrouve dans ce jeu Ellen Page, l'actrice d'Inception et de Juno, ainsi que le comédien Willem Dafoe. Leurs gestes ont méticuleusement été enregistrés grâce à une nouvelle technologie de capture des mouvements. Ceux-ci ont été intégrés en 3D dans l'univers du jeu. L'expérience visuelle et les sensations éprouvées sont totalement inédites. Ce jeu raconte d'une façon non linéaire l'histoire d'une femme possédant des pouvoirs paranormaux et liée à une autre entité de façon inexplicable. Les dernières réalisations de David Cage, Heavy Rain et Fahrenheit, sont devenues cultes et ont fait de nombreux adeptes, le propulsant vraiment au rang de rockstar dans le monde du jeu vidéo. Pourtant, ces œuvres réputées sombres et très cinématiques ne séduisent pas forcément une certaine catégorie de gamers, qui leur préfèrent des thrillers d'action ou d'autres jeux plus adaptés à un public familial. En dépit du buzz suscité autour de cette sortie, les critiques sont mitigées. Le succès financier est loin d'être assuré. Certains voient en Beyond Two Souls une nouvelle orientation que pourraient prendre les jeux vidéo. D'autres perçoivent ces nouveautés comme ennuyeuses. D'autres encore affirment qu'en réalité David Cage voudrait réellement faire des films et non des jeux vidéo. La plupart tombent d'accord sur le fait qu'il s'agit bien là d'une tentative louable et intéressante de faire passer les jeux vidéo au niveau supérieur.
Et nous recevons maintenant un duo qui a beaucoup fait parler de lui à l'étranger. C'est la Winter Family. Bonjour, avec vous, Xavier Klein, et vous, Ruth Rosenthal. Vous, Xavier, vous êtes français. Vous, Ruth Rosenthal, vous êtes israélienne. Vous avez un spectacle au titre très provocateur, Jérusalem plomb durci. Je vous propose, avant qu'on entame notre petite discussion, qu'on en regarde un extrait. Après 2000 ans, partout dans le monde, les Juifs s'élèvent et reviennent en Israël. Nous revenons à Israël. Venez les hommes de Liban, Yahas. 1er avril 1948. L'invite du armée arabe et juif Voilà, c'est le titre de votre spectacle, Opération Plomb durci, un titre, vous attaquez fort avec ce titre. C'est un spectacle que j'ai trouvé assez triste et en même temps très gracieux. Vous êtes extrêmement gracieuse sur scène. Vous avez même l'air épuisée. Alors, je ne dirais pas que c'est une critique d'Israël, c'est plutôt une critique de ses fondamentaux. Les commémorations, les journées du souvenir, la déclaration d'indépendance. Au début, c'était une pièce de radio et c'est devenu une pièce de théâtre. Pourquoi et comment? C'était un chemin assez naturel, d'abord parce que Ruth vient du théâtre. Et on est musicien, mais elle vient d'abord du théâtre. Et puis c'était plus pour France Culture, c'était plus une espèce de carte postale sonore. Oui, c'est la France qui vous avait commandé cette création radiophonique, la France, donc France Culture. Oui, on s'était finalement, on était un peu frustrés par ce travail, et puis on avait envie de le développer, de focuser un peu plus sur ce qui nous importait. Finalement, c'était parce que le sous-titre du spectacle, c'est Voyager halluciné dans une dictature émotionnelle. C'est surtout le côté émotionnel de l'utilisation de ces fondamentaux, quoi. Ce que vous mettez en cause, en tout cas en avant dans votre spectacle, c'est tous ces symboles forts de l'État d'Israël. Leur utilisation, en tout cas. Oui, leur utilisation. Plomb durci a été très, très virulemment critiqué pendant sa sortie. On a même vu une lettre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme qui a été envoyée au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Vous vivez en France. Pourquoi la scène artistique israélienne, la scène est toujours marquée à gauche, et pourquoi est-elle si véhémente à l'égard du pays, à l'égard d'Israël? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Et je pense que l'artiste est là pour peut-être... Après, je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi des artistes qui critiquent d'autres choses. Ce n'est pas forcément le régime israélien, mais je pense que souvent aussi, peut-être en France, les artistes sont plutôt à gauche, ils sont plutôt là pour critiquer, pour regarder différemment peut-être la société ou de choses qu'ils n'aiment pas et parler de ça. Et notre prochain spectacle va traiter de la social-démocratie, je pense qu'il ne sera pas moins critique. Oui. Donc, la social-démocratie où en Allemagne, Europe, en France, en Europe. Et en plus, je pense que le spectacle a été bien mieux perçu par les Israéliens à l'étranger, en dehors d'Israël, je veux dire, et par les Israéliens d'Israël, que par la communauté juive française, par exemple. Oui. Donc, est-ce que vous avez l'impression parfois d'être récupéré et de peut-être desservir les Juifs je ne crois pas, au contraire, je pense que ce n'est pas en masquant la réalité qu'on sert le propos. Je pense qu'il faut dire ce qui se passe en Israël, parce que je pense que même les Juifs français ne savent pas ce qui se passe en Israël. Oui, c'est pour ça aussi qu'ils... Non, je pense qu'ils vont pas mal en vacances, mais ils ne sont pas éduqués en Israël. Vous avez été soutenu par plusieurs associations, notamment l'association France-Palestine, qui est très très virulente, elle aussi. Je voudrais savoir si, pendant vos voyages, votre spectacle a été présenté à Avignon, il a été très apprécié à l'étranger. Pendant vos voyages, pendant vos collaborations, est-ce que vous avez rencontré des artistes arabes, des artistes égyptiens, jordaniens, syriens, qui, eux aussi, comme vous, Israéliens, se seraient intéressés à l'histoire de leur pays, auraient revisité leur propre histoire? Je pense que... Moi, je connais plusieurs artistes libanais. Et je pense qu'à Liban, un peu comme en Israël, il y a plus de ça. Après, en Égypte, je pense qu'il y a aussi un petit peu, mais c'est plus difficile.
Et la Syrie, je pense que c'est pas le moment de... Je pense qu'on est... Enfin, voilà, Et puis, nous, on cherche pas, on n'est pas activiste, on cherche pas... Nous, on est artistes. Pas du tout. En plus, on a eu au moins autant de problèmes avec justement les activistes pro-palestiniens qu'avec les représentants des communautés juives en Europe. Voire plus de problèmes. Parce qu'ils considèrent que notre spectacle est trop ambigu, pas assez critique. Et je pense qu'on avait envie de faire plaisir ni aux uns ni aux autres et qu'on s'est bien débrouillé avec ça, quoi. Ouais, je pense qu'elle n'est pas du tout radicale aussi. C'est quelque chose de dedans. Il peut ne pas être apprécié, votre spectacle, on peut le comprendre. Oui, mais par les deux côtés. Mais, complètement, mais par les deux côtés. Et puis pour nous, c'est pas quelque chose de radical, c'est quelque chose de montrer une partie de l'éducation qui est, pour nos yeux, est critiquable. Ouais. Bon, je rappelle le titre de votre spectacle, Jérusalem, Opération Plomb Durci, qui a joué pour la première fois en Israël, à Tmouna, un théâtre alternatif. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, www.i24news.tv. Vous pouvez nous voir en français, en anglais ou en arabe. Et merci.